السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه القراءة الصوتية المتواصلة للكتاب سوسيولوجي دو ليدوكاسيون، سوسيولوجيا التربية، من تأليف كل من مارلين كاكوبيتو وفرانسواز أوفغار. الكتاب الذي استعرض مجموعة من المسائل المتعلقة بسوسيولوجيا التربية، وبطبيعة الحال في السياق الفرنسي. Chapitre 6 الفصل السادس du rapport pédagogique à l'espace éducatif، وهو آخر فصل مع الخاتمة إن شاء الله تعالى، من أجل أن أختم الكتاب. وإن شاء الله تعالى عندما يتيسر الأمر سأقدم كما أشرت سابقا ملخصا باللغة العربية عن كل الفصول. Chapitre 6 du rapport pédagogique à l'espace éducatif. L'attitude des élèves en classe, les relations avec le professeur, la représentation des études sont analysées comme autant de symptômes des difficultés rencontrées par l'institution scolaire pour faire la synthèse de la tradition secondaire et de l'enseignement de masse. Des conduites d'opposition plus ou moins radicales aux normes de comportement et de travail imposées par les enseignants remplacent les anciens chahuts dont la violence rituelle était circonscrite dans le temps et dans l'espace. Le malaise suscité par l'impuissance à l'intégration, l'impuissance à intégrer une minorité d'enfants ou d'adolescents agités favorise les explications psychologisantes. Le chômage, la drogue, les grands ensembles créent des déséquilibres individuels. Les problèmes familiaux influent négativement sur le travail en classe. Les difficultés scolaires se voient ainsi déscolarisées. François Dubé, 1991. Faute de trouver une réponse positive dans le cadre institutionnel. Pourtant, les problèmes d'ordre privé ne sauraient constituer à eux seuls une cause d'échec. Parfois même, l'envie d'apprendre, ou tout au moins de réussir à l'école, représente un moyen d'assumer les problèmes personnels. Dans un contexte où les déterminations extérieures à l'école, si importantes soient-elles, risquent d'occulter les dynamiques propres au milieu scolaire, les sociologues de l'éducation mettent l'accent sur l'autonomie relative de l'institution éducative par rapport à la société globale, et sur la marge d'initiative dont disposent les maîtres et les élèves. Pour comprendre la genèse de phénomènes comme l'échec ou la réussite scolaire, il faut repérer tous les éléments qui contribuent à créer une situation qui n'a rien d'une fatalité puisque certains enfants échappent au destin social que les données statistiques semblent prédire. Cet objectif implique de pénétrer dans l'espace privé de la classe où se déploie une dramaturgie complexe. Les contenus et les méthodes d'enseignement, les attitudes des maîtres face à des sous-groupes d'élèves originaires de milieux différents, les réponses des enseignés sont appréhendées comme autant de facteurs influents quotidiennement sur les résultats scolaires. Toutefois, l'attention portée aux pratiques en vigueur dans l'école ne conduit pas les chercheurs à négliger ou à sous-estimer le poids des facteurs ou des logiques extrascolaires. Il s'agit au contraire d'appréhender des processus de socialisation qui mettent en jeu des institutions, des acteurs, des lieux multiples. Ces acteurs et ces institutions se caractérisent par des habitudes et des objectifs propres, par une conscience ou une méconnaissance variable de leurs buts et de leurs intérêts. L'école ne doit pas s'abriter derrière l'idée que d'autres instances comme la famille ou le marché du travail rendent par avance inutiles les efforts d'ajustement au public scolaire. En même temps, elle ne saurait
ignorer l'existence de déterminations structurales qui s'articulent avec les logiques individuelles et collectives. Il reste donc à penser dans une perspective théorique et pratique. La sociologie ici a partie liée avec la pédagogie. Il reste à penser dans une perspective théorique et pratique un espace de liberté et d'action où une connaissance précise de tout ce qui est en jeu devrait permettre d'échapper dans une certaine mesure à la logique de la reproduction. Dans cette optique, la notion même d'acte éducatif se trouve redéfinie. La relation des parents d'élèves à l'école, les liens établis avec les enseignants et d'autres partenaires, responsables municipaux, travailleurs sociaux, la représentation de l'avenir qui prédomine chez les jeunes selon l'origine socioculturelle sont pris en considération parce qu'ils jouent sur la relation aux études et sur les comportements dans l'univers scolaire. Étant donné l'aggravation des conditions de vie dans les milieux populaires en raison du chômage, de la multiplication des emplois précaires dans les années 1990 et 2000, des sociologues se demandent si les exigences de l'école sont compatibles avec le quotidien effectif des élèves. Les pratiques et les représentations qui accompagnent ce quotidien créent des tensions dans les familles, des frustrations chez les jeunes et un manque d'estime d'eux-mêmes, préjudiciable à l'intégration dans le milieu scolaire. La notion de rupture scolaire sert à appréhender des comportements et des dynamiques hétérogènes. Plusieurs institutions interviennent par rapport au déroulement de la scolarité et dans le processus d'exclusion. Le groupe des pairs joue également un rôle. La question fondamentale serait alors d'ordre économique et politique et porterait sur la place que la société française du XXIe siècle entend réserver aux jeunes des milieux les plus démunis. La question des savoirs et des contenus. Dès les années 1960, les objectifs de l'enseignement primaire ou secondaire ont fait l'objet d'études soumettant des textes, instructions officielles dans le premier cas, discours de distribution des prix dans le second, à une analyse de contenu. Une conception de l'élève et de l'éducation s'exprime à travers ces documents qui entretiennent un rapport direct avec la réalité scolaire, même s'ils ne peuvent prétendre la modeler ou la refléter intégralement. Après 1930, quand l'élitisme du secondaire est dénoncé, les discours valorisent les savoir-faire intellectuels plus que les contenus de connaissances. Cette orientation paraissant aller de pair avec la démocratisation du lycée, cette réflexion pionnière sur les programmes d'études et les méthodes pédagogiques sera poursuivie et développée dans les années 1970 et 1980. L'examen des textes normatifs et des rapports d'inspection étant prolongé par un travail d'observation dans les classes. Ainsi, les choix opérés par les enseignants des maternelles, du primaire et des lycées quant aux démarches intellectuelles et aux thèmes d'études sont analysés dans le but d'appréhender les effets de ces choix sur les performances des élèves. Il semble que l'évolution des modèles éducatifs concerne la petite enfance après 1975, soit plutôt négative pour les familles populaires, l'expression libre étant plus valorisée que les productions codifiées. Et que la culture technique déjà peu présente à l'école primaire le soit encore moins quand les classes comptent une forte proportion d'enfants d'ouvriers. En effet, les élèves pour qui la probabilité de devenir cadre est la plus forte fabriquent des objets utilitaires et sont invités à réfléchir sur le monde économique. En revanche, ceux qui, étant donné leur origine, participeront directement aux activités de production, réalisent des objets
dont l'aspect esthétique est privilégié. Ils sont tenus loin des réalités de l'économie et du travail. Les enseignants pratiqueraient à leur insu une pédagogie qui tend à renforcer les acquis intellectuels des élèves des couches moyennes et favorisées. Cependant, des choix pédagogiques déterminés ont des répercussions positives sur les performances des élèves les moins pourvus en capital culturel, et ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Au niveau du second cycle, l'accent mis en cours de français sur les contenus, les savoirs et la culture entendus au sens traditionnel ne défavorise pas ces élèves, à la différence des démarches d'inspiration formaliste insistant sur la pluralité des méthodes applicables à l'étude des textes et sur la diversité des langages. Quel que soit le niveau considéré, une mise à l'écart relative des normes et des valeurs qui fournissent des repères simples à quelque chose de déroutant pour les enfants des milieux populaires. Il ressort toutefois que la culture savante de l'école n'est pas monolithique et que les enseignants, quant à eux, disposent d'une marge de manœuvre. Le problème de la relation entre les savoirs dispensés, les normes imposées à l'école et les acquis de la socialisation dans le milieu familial apparaît également comme une question centrale dans les années post-1970. De fait, la bonne volonté pédagogique, les propositions d'aménagement des contenus et des méthodes se heurtent parfois au refus et à l'impossibilité de coopérer de certains élèves. En conséquence, les analyses des sociologues britanniques contemporaines de la mise en place des comprehensive schools, équivalent du collège unique, suscitent l'intérêt en France. La nouvelle sociologie de l'éducation postule qu'une compréhension fine et concrète des dysfonctionnements qui se produisent dans le milieu scolaire, phénomène de rejet, d'inhibition, est nécessaire si l'on veut se donner les moyens d'y remédier. Il s'agit notamment d'obtenir une connaissance précise de ce qui est transmis dans la famille et dans l'école, et de repérer les éléments conflictuels en jeu dans cette double socialisation. Les travaux de Basil Bernstein ont déjà attiré l'attention sur le fait que les langages des différentes classes sociales jouent un rôle dans le développement intellectuel des individus. Le langage formel des classes supérieures se caractérise par un usage complexe et nuancé des mots et des possibilités variées d'organisation syntaxique. Les couches inférieures de la classe ouvrière utilisent plutôt des tournures impersonnelles, efficaces dans une situation déterminée. Diversement socialisés, les élèves ne manifestent pas tous le même intérêt pour des types d'exercices scolaires qui font appel surtout aux compétences acquises dans les familles cultivées, et ils réalisent des performances inégales. L'explication en termes de handicap est écartée. Bernstein réfute l'idée selon laquelle ses propres travaux contribueraient à renforcer sa thèse, au profit d'une analyse des différences culturelles qui ne sont pas vues a priori comme des marques d'infériorité. Néanmoins, la difficulté subsiste pour le sociologue comme pour le pédagogue. Les acquis des enfants de classe supérieure sont les plus opératoires à l'école. Il est essentiel, par ailleurs, de faire accéder tous les élèves à des savoirs dont la valeur est universelle. Il convient d'approfondir la réflexion sur le curriculum, c'est-à-dire sur les différents aspects du parcours scolaire, tel qu'il est prescrit par l'institution et mis en œuvre par les maîtres et les élèves afin d'identifier les obstacles à la transmission des connaissances et d'envisager la modification des matériaux qui servent de support à l'enseignement. Choix des exemples, forme des énoncés,
sujet proposé à la réflexion. Les débats sur l'absence de prise en considération par l'école de l'expérience et des valeurs des milieux populaires et sur la part qu'il faudrait leur accorder servent de toile de fond à ces travaux. Selon Bernard Lahire, qui s'intéresse aux primaires, l'absence de familiarité avec le langage comme objet de réflexion désintéressé est justement la cause des échecs en orthographe et en grammaire chez les enfants d'ouvriers, et non l'absence de vocabulaire comme le croient les enseignants. Il préconise une science des pratiques pédagogiques ordinaires qui consiste à décrire et à analyser l'univers des exercices scolaires, afin d'objectiver les dispositions implicitement requises chez les élèves. Les parentés entre cet univers et la culture écrite, y compris pour les exercices oraux, sont démontrables. Mais elles ne sont guère interrogées dans le cadre scolaire. Aussi, lorsqu'il est question des premiers apprentissages, prêtons une attention insuffisante au fait que les démarches nouvelles, pour une partie des élèves, se font problématiques, se situent pour d'autres dans une continuité. Pour Bernard Lahire, créer des situations en classe où il sera fait un usage pratique de la langue vaut mieux que de raisonner sur les formes langagières. Bernard Charlot, de son côté, met en garde contre une pédagogie qui enfermerait les élèves dans leur univers quotidien sous prétexte d'adaptation au public des établissements populaires. Il voit dans la référence systématique au concret un obstacle à la maîtrise des savoirs et à la compréhension de leur démarche propre. Or, le rapport au savoir est la pierre de touche de la réussite scolaire. Des bilans de savoir produits par les élèves de plusieurs collèges situés ou non dans une ZEP, ça veut dire dans une zone de l'éducation prioritaire, sur le mode des bilans de santé, fournissent des matériaux pour l'analyse. Les récits des adolescents qui rapportent et interprètent leur histoire scolaire montrent que la réussite ou l'échec dépend d'une combinaison de facteurs qui mettent en jeu tous les aspects de l'expérience individuelle et collective à l'école et dans l'environnement immédiat. Chez les jeunes de milieux populaires et leurs familles, la mobilisation scolaire est traversée par des contradictions. En effet, réussite scolaire et insertion professionnelle sont pour eux étroitement liées. Cette conception a des effets négatifs en limitant l'accès au savoir qui n'est pas considéré comme intéressant en lui-même, indépendamment de l'usage qu'on peut en faire. La question de la différenciation de la pédagogie est posée de manière plus ou moins explicite dans ces travaux, qu'il s'agisse d'un fait inscrit dans la pratique quotidienne des enseignants et largement occulté, ou d'un objectif qu'ils devraient atteindre pour traiter les difficultés scolaires. Il semble que les jeunes enseignants qui expérimentent des situations diverses, de plus en plus souvent le premier poste, même pour un titulaire, n'est pas attribué de façon définitive. Donc il semble que les jeunes, des enseignants qui expérimentent des situations diverses, se préparent d'emblée à réaliser un effort d'adaptation en tenant compte des caractéristiques locales. Métier d'élève et nouveaux lycéens. La mise en relation des stratégies des enseignants et des méthodes utilisées par les enseignants a pour intérêt de montrer que le métier d'élève ne répond pas à une définition unique, pas plus d'ailleurs que le métier d'enseignant. Le travail scolaire, tel qu'il est prescrit, réalisé, évalué, comporte une part
d'arbitraire. Les partenaires évoluent dans un univers de signes qu'il s'agit de décrypter et de manipuler. Les élèves confrontés à des tâches scolaires disposent d'une certaine autonomie pour les exécuter, ruser avec les contraintes, s'attirer la bienveillance du maître, son indulgence ou son aide, le culpabiliser à propos d'exercices trop difficiles pour imposer des modifications. Toutes ces conduites font partie du jeu. Philippe Péronou, 1988. La didactique traditionnelle, définie comme la succession de phases d'inculcation de savoir et de contrôle des apprentissages réglés par l'enseignant, induit plutôt les réponses que l'on vient d'évoquer. Les nouvelles didactiques, qui impliquent une plus grande activité de l'élève et un effacement du maître, entraînent d'autres réactions. Il est facile de ne rien faire, étant donné le flou qui entoure les consignes, mais on peut choisir davantage ses occupations et jouer un rôle de leader. Ce n'est pas seulement la capacité à utiliser des compétences scolaires qui fait le bon élève, comprendre les attentes de l'enseignant, faire preuve d'intelligence pratique pour s'y conformer, compense parfois une maîtrise insuffisante des savoirs et des savoir-faire. Cette activité de l'élève, comme acteur de sa propre scolarité, dont le déroulement implique des relations et des interactions multiples, est appréhendée par François Dubé au sein de plusieurs lycées, nettement différenciés en fonction de la situation géographique, de l'origine sociale des enseignés et de la représentation qu'ils se font de leur avenir. En effet, la représentation de l'avenir influe sur la perception des savoirs dispensés dans le secondaire et des exigences manifestées par le corps enseignant relayé par les parents. C'est l'un des principes d'explication des différences observées entre les élèves des bons lycées de centre-ville et ceux des établissements peu sélectifs ou situés dans des quartiers populaires. Les premiers suivent une scolarité secondaire perçue comme une propédeutique à l'enseignement supérieur, souvent identifiés aux classes préparatoires et aux grandes écoles. Malgré les tensions inhérentes à l'obligation de maintenir un niveau, la vie scolaire est vécue sur le mode du choix et de l'investissement personnel. Une demande d'efficacité adressée aux professeurs et parfois une condescendance à leur égard n'exclut pas l'intérêt pour les disciplines enseignées et la culture dispensée. Le deuxième groupe, celui des nouveaux lycéens, témoigne au contraire d'une expérience problématique dans la mesure où les parcours scolaires se caractérisent par les redoublements et des orientations vers des filières peu prestigieuses, étant donné la crainte d'échouer à l'examen, assimilée à un rite de passage vers l'âge adulte et à la liberté, les nouveaux lycéens ont des attentes à l'égard des professeurs. Il s'agit moins d'une attente qui porterait sur le cours et son intérêt intrinsèque que d'une demande de soutien psychologique. Être encouragé et de conseils pratiques. Il ressort de cette étude que le poids de la sélection est ressenti par tout le monde. Toutefois, les inégalités entre les établissements induisent chez les élèves des banlieues et des LP le sentiment qu'ils sont l'objet d'un mépris de classe. Olivier Choquet et François Héran discutent la méthode de l'intervention sociologique
en se fondant sur l'enquête éducation des collégiens et des lycéens interrogés par l'INSEE récusent dans l'ensemble les images dépréciatives de l'établissement scolaire mis en exergue dans l'ouvrage de Dubé, François Dubé. Ces images, usines, tribunal, cirque ou poubelle, sont retenues uniquement par des élèves des CES, CPPN, 3e et 4e technologiques, par ceux qui se perçoivent comme les derniers de la classe, par les enfants issus de l'immigration maghrébine, dont l'un des parents est arrivé récemment en France. En outre, la différence entre ces jeunes en difficulté et les autres élèves n'est pas marquée au point de devenir insurmontable. Quant aux humiliations, elles ne sont pas monnaie courante à l'école. Et l'origine de la famille, française ou immigrée, n'apparaît alors, j'ai perdu la page. Alors, elles ne sont pas monnaie courante à l'école et à l'origine de la famille française ou immigrée n'apparaît pas et l'origine de la famille française ou immigrée n'apparaît pas comme déterminante. Les professeurs sortent victorieux de cette épreuve des mots. Leur qualité l'emporte sur leurs défauts dans l'esprit des répondants. Un certain désenchantement se fait jour à la fin du collège quand les décisions d'orientation s'imposent. Toutefois, la confiance renaît au lycée avec des fluctuations dues à une prise de conscience de plus en plus nette des exigences scolaires qui n'induit pas pour autant une apathie généralisée. Réfléchir dans un contexte élargi afin de ne pas se limiter aux considérations sur la domination subie par les élèves de lycée professionnel est aussi l'objectif principal des travaux sur le rapport au savoir de jeunes qui préparent un CAP ou un BEP. En adoptant une approche complexe, le sociologue est conduit à formuler un point de vue nuancé. Les savoirs transmis sont à la fois théoriques et pratiques. Le sens qui leur est conféré dépend non seulement des contenus proposés, mais encore des expériences antérieures des élèves et des enseignants et de la façon dont les uns et les autres envisagent l'avenir. Les professeurs ne sont pas seuls à intervenir pour soutenir le désir et la volonté d'apprendre. La famille, les pères sont aussi partie prenante. En outre, un va-et-vient s'est instauré entre les usages scolaires, professionnels et sociaux des savoirs et des savoir-faire transmis. Les pratiques professionnelles des enseignants de la classe à l'espace éducatif. La politique des ZEP, ça veut dire des zones d'éducation prioritaire, à partir de 1981, officialise l'idée d'une collaboration nécessaire entre les personnels des établissements scolaires et diverses catégories de responsables locaux ou d'usagers de l'école. Les pratiques professionnelles des enseignants ne se limitent plus, selon ces nouvelles dispositions, à leur action dans le cadre d'une classe ou d'un établissement scolaire. Pour le sociologue de l'éducation, le terrain de l'enquête s'élargit en cercle concentrique. L'école constitue un noyau de base autour duquel s'étend la cité, le quartier
ou la commune appréhendée comme des espaces éducatifs. Les interactions entre les maîtres et les élèves sont analysées indépendamment des contenus d'enseignement dans les recherches qui portent sur les réseaux de communication identifiables dans les classes. Comment le maître intervient-il? Quelles sont la logique et les effets de ces interventions auprès d'élèves dont l'origine sociale est hétérogène? Un deuxième groupe de travaux s'intéresse à l'établissement et tout particulièrement au collège où les principaux jouent un rôle avec les enseignants et parfois avec les parents dans la mobilisation collective et la recherche de nouveaux types de légitimité et de consensus. D'autres études, enfin, se proposent d'objectiver les positions défendues et les attitudes adoptées par les enseignants en relation avec celles des travailleurs sociaux, des représentants des municipalités, des associations de parents d'élèves. Pratiques pédagogiques et rapports sociaux dans les classes. À partir d'une démarche de type ethnographique, des classes socialement mixtes sont observées. Il s'agit d'identifier les attentes du maître à l'égard des élèves et les pratiques pédagogiques discriminantes. Les résultats établis confirment l'adaptation réussie des enfants de cadres supérieurs à la vie scolaire et une adhésion sans réserve des enfants de cadres moyens qui se traduit par une forte participation encouragée par les instituteurs. Il en est de même pour les enfants d'ouvriers quand ils appartiennent au groupe des bons élèves. Les enseignants sont tentés de s'appuyer sur les enfants qui s'inscrivent dans le réseau de communication principal parce qu'ils font avancer le travail. Ceux du réseau parallèle, d'origine modeste dans l'ensemble, sont moins souvent repris par le maître qui évite de cette façon-là de retarder la marche de la classe. Les filles montrent plutôt de l'intérêt et de la bonne volonté. Elles bénéficient en retour du soutien efficace des enseignants. En résumé, le soupçon qui pesait sur le système d'enseignement, l'auteur prend ses distances par rapport aux théories de la reproduction, pèse maintenant sur les pratiques routinisées des maîtres, symptôme d'une inconscience pédagogique qui représente un obstacle à la démocratisation des études. Le collège comme laboratoire. Alors, le collège comme laboratoire. Le collège représente un lieu d'observation et d'initiative privilégié, en raison même de ses aspects problématiques. En effet, il apparaît comme lieu où la crise des vocations enseignantes, de la relation pédagogique, des contenus et des objectifs de l'enseignement s'exprime de façon la plus aiguë, situant ses travaux dans la perspective des recherches-actions. Lise Domaillet s'interroge sur la professionnalité enseignante, sur les composantes traditionnelles et sur les éléments novateurs, fruits d'une adaptation aux situations. Alors أعتذر يعني الصفحة فقدتها
Alors. Ok. J'étais où? Donc je vais relire. Alors, le collège comme laboratoire. Le collège représente un lieu d'observation et d'initiative privilégié en raison même de ses aspects problématiques. En effet, il apparaît comme le lieu où la crise des vocations enseignantes, de la relation pédagogique, des contenus et des objectifs de l'enseignement, s'exprime de la façon la plus aiguë, situant ses travaux dans la perspective des recherches-actions. Lise Daumailly s'interroge sur la professionnalité enseignante, sur les composantes traditionnelles et sur les éléments novateurs, fruits d'une adaptation aux situations d'enseignement, de l'acquisition volontaire de compétences nouvelles. L'exemple des professeurs de français est révélateur à cet égard. Les pratiques sont entendues au sens large. Elles englobent aussi bien la conception du rapport maître-élève que le choix des textes étudiés pendant les cours. Si certains professeurs maintiennent des exigences traditionnelles dans le domaine des usages linguistiques et des comportements en classe, d'autres expérimentent un nouveau style de relation avec les élèves et de nouvelles méthodes, comme les ateliers d'écriture qui, en devenant à leur tour légitimes, contribuent à redéfinir la qualification professionnelle. D'autres enseignants privilégient la relation avec les élèves difficiles. La diversité des sujets d'études et des démarches pédagogiques, quitte à faire des concessions sur le plan des exigences intellectuelles et proprement scolaires. D'autres encore, anciens maîtres du primaire, estiment que la directivité sur le plan du travail et de la discipline reste la garante la plus sûre de la démocratisation de l'école. Les jeunes femmes, bien représentées dans le groupe des professeurs libéraux, adoptent une attitude qui serait fondée sur les valeurs de leur milieu d'appartenance, intérêt pour l'éducation de la personne, valorisation de la modernité par rapport à la tradition. Quant à elles, essaient de s'adapter à des classes peu conformes à la norme scolaire, en composant sur le plan de la discipline et des contenus d'enseignement. Faut-il accorder une telle valeur explicative à l'origine sociale des enseignantes quand les pratiques s'inscrivent dans un contexte où la marge de manœuvre est très étroite? Des questions de ce type restent ouvertes. La recherche, néanmoins, intègre une dimension prospective. Les possibilités de changement et de sortie de crise dépendraient moins d'un mode de gestion rationnel des ressources humaines, s'inspirant des formes de gestion et de pouvoir dans l'entreprise, que des initiatives des acteurs. Les professeurs élaborent des méthodes qui sont autant de réponses à la difficulté d'enseigner, d'alternatives à la fuite réelle ou imaginaire. En même temps, les structures sont susceptibles d'encourager l'innovation, de lui donner une légitimité locale, les projets d'établissement par exemple, à fournir un cadre apte à réguler les conflits. Selon Agnès Pelage, 1998, le rôle pédagogique des administrateurs les éloigne des enseignants, puisqu'il s'agit d'influencer leurs pratiques dans ce qu'elles ont de plus extérieur afin d'assurer la visibilité de l'action éducative. Les chefs d'établissement souhaiteraient orienter davantage les choix effectués par les enseignants. Barrère, 2006. Mais
ils se heurtent aux règles qui régissent le statut des professeurs et la manière dont ils sont évalués. Les conseillers principaux d'éducation, de leur côté, privilégient la collaboration avec les enseignants et l'animation socioculturelle. Toutefois, les tâches de contrôle et de maintien de l'ordre, moins valorisantes, occupent une part importante de leur temps. Enfin, les personnels de l'éducation nationale ne sont pas épargnés par le harcèlement professionnel, même si la variété caractérise les situations en milieu scolaire. Pour les collectifs d'enseignants apparus en 1998, l'amélioration des pratiques pédagogiques suppose l'attribution de postes supplémentaires pour encadrer des élèves. Peut-on dire que le métier d'enseignant est spécifique quand il s'exerce en banlieue? Définir sur cette base des objectifs et des moyens comporte des risques. En effet, si les professeurs réduisent leurs exigences, les élèves, qui doivent compter principalement sur l'école, se trouvent pénalisés. La recherche d'une nouvelle professionnalité qui conjugue des tâches d'enseignement et de médiation requiert non seulement la maîtrise de savoir et de savoir-faire, mais encore un engagement personnel qui n'exclut pas la prise de distance si l'on souhaite inscrire son action dans la durée. Peut-on penser que la formation continue des enseignants officialisés soutiendrait les initiatives et permettrait de formaliser les acquis? Une certaine différenciation des carrières serait alors justifiée par la prise de responsabilité dans les activités innovantes. Une reprofessionnalisation du métier ainsi conçue représente pour Lise Domaillet le scénario le plus optimiste, le changement étant impulsé par les enseignants eux-mêmes et par leurs partenaires naturels dans les établissements. L'émergence de nouveaux experts qui encadreraient et normaliseraient l'activité des enseignants peut-elle entraîner à l'inverse une déprofessionnalisation continue? Le rôle d'expertise dans le domaine de la pédagogie va de pair avec l'introduction d'une logique industrielle dans l'école, logique qui met au premier plan les contraintes de performance et d'efficacité, qui vise le registre opératoire et travaille sur l'analyse des tâches pour améliorer les apprentissages et rendre plus précise leur évaluation. Or, l'intention de fournir aux maîtres des instruments pour mesurer les performances de leurs élèves et mettre en œuvre une pédagogie rationnelle porte en elle-même le risque d'une taylorisation de leurs pratiques. Les maîtres seraient dépossédés de leur expérience et de leur jugement alors qu'ils ont perdu déjà une part de leur autonomie par rapport aux parents et aux pouvoirs locaux. Les ambiguïtés des relations école-famille. Comment les enseignants réagissent-ils précisément au contact des porte-paroles autorisés des parents d'élèves et des familles les moins représentées dans les associations? L'ambiguïté des positions occupées et défendues par les parents est mise en évidence à travers une étude de type monographique portant sur plusieurs écoles primaires, rurales et urbaines dans une ZEP, dans une zone d'éducation prioritaire. L'intérêt partagé pour l'école n'abolit pas la distance sociale entre les familles et peut légitimer la prise de pouvoir au niveau local des parents des milieux nantis. Les familles d'origine étrangère ou de milieux populaires se trouvent marginalisées. Les enseignants, de leur côté, adoptent une attitude de repli face à une diversité porteuse de conflits potentiels. Daniel Tin cherche à associer les parents
Daniel Tin Daniel Tin suggère quant à lui d'analyser les raisons pour lesquelles on cherche à associer les parents à l'encadrement scolaire. Une telle coopération inscrite dans les textes est considérée comme allant de soi, n'est pas exempte de malentendus car les parents et les enseignants, s'ils souhaitent d'un commun accord que l'élève réussisse, divergent parfois sur les méthodes à utiliser. Ils ont encore pour interlocuteurs les travailleurs sociaux qui exercent une action spécifique d'assistance et de contrôle. Des querelles de légitimité surgissent à propos du soutien scolaire assuré hors de l'école par des animateurs recrutés par les municipalités ou les associations de parents d'élèves. En réponse à ces interventions ou sollicitations, extérieures de nature disparate, les enseignants valorisent des projets pédagogiques afin de conserver leur spécificité et leur autonomie professionnelle. Les conclusions de Viviane Ezemberg-Amati à propos des choix pédagogiques opérés dans les ZEP par des instituteurs et des professeurs de collège confirment la volonté des maîtres de centrer leurs efforts sur le travail en classe. Le renforcement des apprentissages au sens traditionnel a été privilégié par rapport aux activités extérieures à l'école et à la collaboration avec les instances locales non scolaires. À partir du moment où les relations entre les parents des élèves et les personnels de l'éducation prennent l'allure d'un partenariat officiel, comme le veut la loi d'orientation de 1989, de nouvelles contradictions apparaissent, génératrices d'incompréhension et de mécontentement réciproque. En effet, les parents n'ont pas tous la même disponibilité pour rencontrer les enseignants ou les CPE et les mêmes moyens pour communiquer avec eux. Ceux qui appartiennent au milieu populaire et d'origine immigrée sont surpris qu'on leur demande de se prononcer sur certains aspects de la vie scolaire en matière de sanctions par exemple, alors qu'ils font confiance à l'école. Le risque existe de créer une nouvelle catégorie de familles non coopératives ou même défaillantes sur la base d'un malentendu et d'un paradoxe. Il est donc justifié de mener des recherches qui ne se limitent pas à l'analyse du face-à-face entre les usagers de l'école et les personnels au sein de l'établissement scolaire. La relation à l'espace et au logement, la dimension des rapports de genre, les facteurs culturels, la dépendance vis-à-vis des travailleurs sociaux, la crainte d'une dissociation du groupe familial sont autant d'éléments qui expliquent la difficulté à encadrer les jeunes et à coopérer avec les éducateurs. Conclusion. Khatimat al-Kitab. Alors, les thèmes de recherche et les analyses des sociologues de l'éducation s'inscrivent dans une continuité, au sens où les évolutions des problématiques et des méthodes répondent davantage à un besoin d'approfondissement qu'à une volonté de rupture. En effet, le problème des relations entre les inégalités sociales et scolaires reste central, mais les changements qui marquent les politiques éducatives imposent de nouvelles approches. Les indicateurs qui suffisaient pour rendre compte de la réalité dans les années 1960
en termes de taux d'accès à un niveau d'enseignement ne sont plus pertinents 30 ans plus tard dans le cadre de la massification de l'enseignement. Le maintien dans le système scolaire ne peut plus être considéré comme un indicateur de réussite ou même d'intégration. Certes, bon nombre de jeunes ne sont plus directement exclus, mais leur expérience du collège ou du lycée est faite de désengagement, d'absentéisme, d'incompréhension des normes scolaires et des attentes de l'institution, d'attitudes distancées par rapport au savoir qui engagent leur réussite ultérieure et leur insertion sociale et professionnelle. Tenir compte de la diversité des élèves, de la manière dont ils exercent leur métier nécessite un renouvellement des travaux empiriques. Aussi, les analyses microsociologiques du fonctionnement des classes et des établissements à partir des années 1990 ont-elles permis de décrire les relations complexes et dynamiques entre les caractéristiques socioculturelles des élèves d'une part, les pratiques des enseignants et les contenus de formation d'autre part. Ces recherches ont posé le problème des conditions locales qui permettraient d'échapper à la fatalité de l'échec en milieu populaire. Toutefois, la prudence est de mise chez les sociologues qui s'intéressent aux ressources du local et à leur mise en valeur. La mobilisation des enseignants est fragile, elle repose le plus souvent sur le volontarisme et le bénévolat ou sur des intérêts circonstanciels. La question reste posée d'une diffusion des pratiques adoptées localement, assortie d'une réglementation de ces pratiques. On note précisément que les analyses internes d'unités éducatives évoquent peu les conditions concrètes de l'application de mesures innovantes, les conditions matérielles d'enseignement et les contraintes de l'organisation du travail dans les établissements. Des études ainsi orientées faciliteraient la compréhension du malaise des enseignants dont les médias se sont fait l'écho dans les années 1990 et 2000. Penser les conséquences à long terme des politiques scolaires, prévoir les effets pervers dans un ensemble où tous les éléments sont interdépendants, demeure en conséquence un domaine de réflexion ouvert à la sociologie de l'éducation où elle pourrait exercer pleinement sa fonction critique. Conjointement, le thème de la socialisation, du rapport entre la fréquentation de l'école et le maintien du lien social retrouve une actualité dans un contexte où le chômage touche un nombre important de jeunes, alors que la confiance dans la valeur universelle des savoirs transmis et dans la capacité de l'école à garantir des possibilités de promotion sociale est ébranlée. Cette institution est perçue dans certains lieux comme le dernier garant de l'intégration et le centre réel ou symbolique autour duquel se maintient une communauté civique. Le rôle intégrateur de l'institution scolaire mis en avant par Durkheim se trouve à nouveau interrogé et valorisé. وبه أصل إلى نهاية قراءة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. سأحاول أن ألخصه أو ألخص بعض أشيائه ثم أعرضها في فيديوهات إن شاء الله. السلام عليكم.